$1 milliard. Ce n'est pas une simple erreur de calcul. Ce n'est pas une estimation avec une grande marge d'erreur. C'est le montant qui est attribué à une seule opération de hacking soutenue par un État, provenant d'un pays qui ne parvient pas à nourrir sa propre population, qui n'a pas accès au système bancaire mondial et qui subit le régime de sanctions financières le plus strict jamais mis en place par le Trésor américain. $1 milliard, déplacé, blanchi et transformé en monnaie utilisable, par un gouvernement qui en réalité n'a pas accès à l'infrastructure nécessaire. Les sanctions mises en place autour de la Corée du Nord ne sont pas à prendre à la légère. C'est le résultat de décennies de construction réfléchie. L'exclusion de SWIFT isole un pays du système de messagerie qui gère tous les transferts bancaires internationaux majeurs. Les restrictions sur la banque correspondante signifient que même si une entité nord-coréenne trouve un partenaire étranger prêt à collaborer, ce partenaire ne peut pas réaliser la transaction sans risquer de perdre l'accès au système financier américain, ce qu'aucune banque sérieuse au monde n'est prête à faire. Les sanctions secondaires exercent une pression supplémentaire, menaçant quiconque fait des affaires avec ceux qui traitent avec Pyongyang. Les murs n'étaient pas fragiles. Ils étaient épais, renforcés et soutenus par la pleine puissance de la diplomatie financière américaine dans toutes les grandes économies du monde. Et pourtant, cela n'a eu aucun impact, car le régime de sanctions a été conçu pour un système financier basé sur l'identité. Chaque virement bancaire a un expéditeur. Chaque banque correspondante note une contrepartie. Chaque compte nécessite des documents qui relient une personne ou une entité légale à l'argent qui y transite. Toute cette architecture repose sur l'idée que l'argent a une adresse, et que cette adresse peut être localisée, signalée et gelée. Cette hypothèse a fonctionné pendant 50 ans de guerre financière. Elle a cessé d'être valable dès qu'un système financier parallèle a vu le jour, qui a été conçu dès le départ pour ne pas avoir d'adresse du tout. La crypto-monnaie n'a pas été conçue comme un outil pour contourner les sanctions. Ça a été créé comme un système sans confiance, c'est-à-dire un système qui ne nécessite pas que les participants aient à faire confiance les uns aux autres ou à une autorité centrale pour fonctionner. Les racines idéologiques étaient libertariennes. La conséquence pratique était structurelle. Un réseau qui ne nécessite aucune identité pour y accéder, aucune institution pour faire le lien, et aucun gouvernement pour donner son autorisation, n'est pas seulement philosophiquement en dehors du cadre des sanctions. Il est architectoniquement en dehors de tout ça. Les murs, construits pendant des décennies, n'ont jamais été franchis. Ils ont été rendus obsolètes par un système qui ne considérait tout simplement pas les murs comme un concept pertinent. La Corée du Nord a compris cela avant même que la plupart de ses adversaires ne l'admettent publiquement. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas un crime, mais de l'ingénierie. Les opérateurs n'ont pas surgi de nulle part. Ils ont été formés. La Corée du Nord possède l'un des systèmes de recrutement technique parrainés par l'État les plus rigoureux au monde. Des étudiants mathématiquement doués sont repérés dès le début, retirés des filières classiques et intégrés dans des établissements spécialisés. Le programme scolaire a un seul but, pas le développement de logiciels au sens commercial, des compétences, celles qui peuvent être dirigées. Quand un opérateur du groupe Lazarus s'assoit devant un poste de travail, ils se sont préparés pour ce moment pendant presque une décennie. L'État n'a pas simplement trouvé des hackers, il les a fabriqués à une échelle industrielle. Le groupe Lazarus n'est pas un collectif de hackers au sens traditionnel. C'est une direction qui fonctionne sous le Bureau 121, la branche de la guerre cybernétique du Bureau général de reconnaissance, qui est en fait l'organe principal de renseignement de l'armée populaire de Corée. La chaîne de commandement est directe. Les décisions de ciblage, les priorités opérationnelles, l'allocation des ressources pour les campagnes en cours, tout cela est géré par une structure de commandement militaire qui rend directement compte à Pyongyang. Ce n'est pas une entreprise criminelle que l'État tolère. C'est une fonction de l'État qui peut sembler criminelle de l'extérieur. La logique de ciblage initiale était assez simple, les banques. Le vol de la Banque du Bangladesh en 2016 a montré à la fois l'ambition et la méthode. Les opérateurs de Lazarus ont passé des mois à infiltrer le réseau de la banque avant de toucher un seul dollar. Ils ont cartographié l'environnement de messagerie SWIFT, apprenant le timing des transferts légitimes. Ils ont compris quelle relation de correspondance engendrerait le moins de friction
pour une instruction frauduleuse. Lorsqu'ils sont passés à l'action, c'était avec une précision opérationnelle qui n'avait rien à voir avec l'image du hacking que l'on se fait habituellement. Pas d'intrusion spectaculaire. Juste une présence patiente et invisible qui finissait par se fondre dans l'institution elle-même. 81 millions de dollars ont quitté le compte de la Banque centrale du Bangladesh en une seule nuit. Les instructions qui ont permis ce transfert étaient pratiquement identiques à celles d'opérations légitimes. Mais les banques ont réagi. SWIFT a durci ses protocoles. Les réseaux de correspondants ont renforcé leur surveillance. La surface d'attaque que le Bangladesh avait révélée a commencé à se réduire alors que les institutions comprenaient ce qui s'était passé et pourquoi. La Corée du Nord n'a pas attendu pour se réorganiser. Elle a redirigé ses efforts. Les plateformes d'échange de crypto-monnaies représentaient tout ce contre quoi le système bancaire venait de se prémunir. Des institutions encore jeunes, des cultures de sécurité peu cohérentes, d'énormes concentrations d'actifs derrière des systèmes d'authentification qui auraient fait rougir une caisse de crédit locale. Ce changement n'était pas idéologique. C'était une évaluation pragmatique des endroits où les défenses étaient les plus fragiles. Les opérateurs de Lazarus se sont dirigés vers les échanges de crypto-monnaies, comme l'eau s'écoule vers le point le plus bas d'un paysage. Pas par choix, mais par nécessité. L'argent arrive à la plateforme d'échange. Ce n'est pas la fin du problème. C'est le début d'un autre problème. La crypto-monnaie volée n'est pas une crypto-monnaie utilisable. Chaque transaction sur une blockchain publique est enregistrée de façon permanente, toujours visible et traçable jusqu'à son origine. Dès qu'une plateforme d'échange est compromise et que des fonds sont déplacés, les entreprises d'analyse de blockchain sont à l'affût. Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, des sociétés dont le modèle économique repose entièrement sur le suivi des flux financiers dans un système conçu pour être transparent. Les fonds volés sont identifiés en quelques heures. Chaque portefeuille qu'ils touchent devient un portefeuille connu. Chaque plateforme d'échange qui reçoit un transfert d'un portefeuille identifié s'expose immédiatement à des régulations. L'argent existe bel et bien. Il ne peut simplement pas aller nulle part sans laisser une trace qui renvoie directement au vol. La Corée du Nord a résolu ce problème comme elle a résolu tous les autres problèmes de cette opération. De manière systématique, patiente et avec une précision d'ingénierie que la plupart des institutions financières légitimes ne pourraient égaler. La première couche, ce sont les mélangeurs. Des services de mixage qui prennent des crypto-monnaies et les combinent avec des fonds provenant de centaines d'autres sources. Ils retournent des montants équivalents, moins des frais, dans des dénominations qui n'ont aucun lien historique avec l'entrée. Le mélangeur rompt la chaîne de possession au niveau de la blockchain. Ce qui entre de manière traçable ressort propre ou suffisamment pur pour passer à l'étape suivante sans déclencher d'alerte immédiate. La deuxième couche, c'est le pont interchaîne. Il s'agit de déplacer des actifs d'une blockchain à une autre à travers des protocoles décentralisés qui fonctionnent sans vérification d'identité, sans intermédiaire institutionnel et sans aucune entité centrale qui puisse être sous pression, assignée à comparaître ou sanctionnée pour coopérer. Chaque passage par un pont ajoute une couche d'obscurcissement. Chaque nouvelle chaîne nécessite un nouvel effort d'analyse pour être suivi. Si l'on fait sauter les fonds assez de fois à travers suffisamment de protocoles, la trace ne disparaît pas. Elle se fragmente en une complexité qui dépasse la capacité pratique de n'importe quelle équipe d'enquête à reconstruire cela en temps réel. La troisième couche, c'est l'infrastructure de conversion. Des sociétés écrans enregistrées dans des juridictions avec des exigences minimales de divulgation de la propriété bénéficiaire. Des courtiers de gré à gré évoluant dans une zone floue entre les plateformes d'échange régulées et le trading totalement peer-to-peer. Des réseaux de conversion de yuan chinois utilisant des canaux de transfert informels existant depuis bien avant l'ère des crypto-monnaies et ne laissant aucune trace numérique. Le résultat final n'était pas du tout de la crypto-monnaie. C'était de la monnaie solide, circulant par des réseaux physiques, atteignant Pyongyang sous des formes qui ne nécessitaient pas de blockchain pour le transport et ne laissaient aucune trace. La sophistication technique en surface servait en réalité un objectif très ancien. De l'argent liquide, introuvable, utilisable, concret. L'infrastructure numérique était comme une rivière. La destination était toujours la même. L'argent est arrivé.
Les sanctions restent en place. Et c'est dans l'écart entre ces deux réalités que réside la véritable histoire. Parce que le milliard de dollars n'est pas l'essentiel. Ce milliard de dollars est la preuve de concept. Ce que la Corée du Nord a montré au cours d'une décennie d'opérations de plus en plus élaborées, ce n'est pas que la crypto-monnaie peut être volée. Les criminels volent des choses. Ce n'est pas une révélation stratégique. Ce qui a été mis en lumière est une réalité bien plus dérangeante pour tous les gouvernements qui, depuis 30 ans, ont fait de la pression financière leur principal outil de politique étrangère. Un État sans porte-avions, sans véritable force aérienne, sans accès aux marchés financiers mondiaux et sans place à aucune table qui ait de l'importance, a découvert une issue dans un mur qui a mis des décennies à être érigé, est passé par cette porte et a établi un flux de financement pour un programme d'armement de l'autre côté. Les sanctions n'ont pas échoué en raison d'une mauvaise conception. Elles ont échoué parce qu'elles étaient pensées pour un monde qui n'existe plus. La réponse a été prévisible. Désignation du Trésor visant des adresses de portefeuille spécifiques. Des poursuites ont été engagées contre des opérateurs de Lazarus nommés, qui ne mettront jamais les pieds dans un tribunal américain. Des recommandations ont été faites aux plateformes de crypto-monnaies concernant leurs obligations de conformité. Tout cela est en théorie correct. Rien de tout cela n'est structurellement suffisant. Désigner une adresse de portefeuille ne fait que stopper ce portefeuille. Cela n'empêche pas l'opérateur de passer au suivant dans les heures qui suivent. Accuser un hacker à Pyongyang, c'est un document légal qui ne va pas au-delà du communiqué de presse qu'il annonce. Les outils d'application disponibles ont été conçus pour un système où l'adversaire a quelque chose à perdre dans une juridiction où des pertes peuvent être infligées. La Corée du Nord n'a ni l'un ni l'autre. Le problème plus profond est d'ordre architectural. La finance décentralisée n'a pas créé de faille. Elle a créé un système alternatif qui fonctionne en parallèle avec le système régulé. Elle l'atteint à des points de conversion spécifiques et fonctionne autrement complètement en dehors du périmètre nécessaire à l'application des sanctions. Chaque intervention qui ferme un point de conversion déplace l'activité vers un autre. Le périmètre ne diminue pas. Il s'étend plus vite que n'importe quel cadre réglementaire ne peut le suivre. À travers plus de chaînes, plus de protocoles, plus de juridictions et plus de réseaux informels qu'il n'en existait il y a 5 ans. Ce que la Corée du Nord a mis en place n'est pas un empire crypto au sens où l'on l'entend habituellement. C'est la preuve que la prochaine ère de la guerre financière se jouera sur un terrain où les anciennes armes ne sont plus efficaces. Les villes de missiles se sont réfugiées sous terre pour échapper à la puissance aérienne. L'argent, quant à lui, a migré sur la blockchain pour contourner le pouvoir financier. La même logique, le même pays, la même conclusion. Quand les murs sont suffisamment hauts, on cesse de chercher une porte. On construit quelque chose que le mur n'était pas censé arrêter. Les sanctions sont toujours présentes. Le milliard de dollars aussi. Cette distance entre les deux est la seule réponse qui a vraiment de l'importance.